Et si quelqu'un essayait de s'en prendre à votre vie? Il peut y avoir des tas de raisons. Vous êtes célèbre, influent, riche, ou simplement vous avez un ennemi secret. Comment feriez-vous pour vous en sortir à coup sûr? Si demain, un contrat est posé sur votre tête et que toute une flopée d'assassins se mettent à vos trousses, est-ce que vous connaissez une seule astuce qui pourrait vous sauver la vie? Pas d'inquiétude, Horror Trash est là pour ça. On va regarder ensemble ce qui pourrait vous arriver et comment mettre toutes les chances de votre côté pour vivre un jour de plus. On vous empoisonne. Vous rentrez après une longue journée, vous vous asseyez sur le canapé quand une sensation étrange s'empare de vous. La tête qui tourne, mal de ventre, fatigue intense. Vous refaites le film de votre journée à la recherche d'un détail. Quand soudain, vous comprenez, le repas de ce midi, le serveur avait l'air louche. Il a dû vous faire boire quelque chose, du poison. La première étape, ça va être d'appeler les secours. Mais suivant ce que vous avez avalé, votre survie va peut-être se jouer à pas grand-chose. On fait gagner du temps aux médecins si on découvre de quoi vous souffrez avant qu'il n'arrive. Passons en revue les classiques. Une plante peut-être, comme la ciguë, c'est ce qu'on utilisait à Athènes dans le temps pour exécuter les condamnés à mort. C'est possible d'en trouver en cherchant bien. Ça cause la mort par arrêt respiratoire, après avoir fait disjoncter votre système nerveux. Les symptômes que l'on cherche, c'est nausées, difficulté à déglutir, vomissements, puis vertige, migraine, paralysie partielle. Y a pas vraiment de traitement miracle, ça dépend des symptômes. Mais dans tous les cas, faut mettre la victime sous respiration artificielle le temps que votre corps reprenne le contrôle. Si on est pris en charge assez vite, y a de bonnes chances de s'en sortir. Par contre, ça fait vite effet, entre 30 minutes et 2 heures pour les premiers symptômes, trop rapide pour notre cas. La ricine peut-être, c'est l'autre grand poison des romans. C'est ce qu'utilise Heisenberg dans Breaking Bad, ou les services secrets pendant la guerre froide. Vous savez, l'affaire du parapluie bulgare. Ce dernier ayant sa pointe enduite de la substance utilisée pour se débarrasser des opposants, même en pleine rue. Là encore, le ricin dont est issu le poison, c'est une plante qui peut se trouver plutôt facilement. Elle a l'avantage d'être toxique de plusieurs façons, si on la respire, si on la mange, ou si on se fait injecter le produit, tout en étant très facile à extraire. Mais dans tous les cas, elle fonctionne de la même façon, en empêchant votre corps de produire des protéines indispensables à votre survie. La ricine met un peu de temps à agir, les symptômes arrivent au bout d'une dizaine d'heures et la mort survient après plusieurs jours. Donc vous avez le temps de vous faire soigner, mais ça peut être dur d'identifier l'origine. Par contre, si vous comprenez tout de suite ce qu'on a utilisé, il y a des solutions. D'abord, il y a un labo lyonnais qui produit un antidote depuis quelques années, mais c'est tout nouveau et surtout destiné aux armées. Sinon, vous pouvez utiliser du charbon actif. Ça a la particularité d'absorber les toxines directement dans votre système digestif et d'empêcher votre corps de s'empoisonner complètement. C'est utile dans de nombreux cas d'intoxication, mais pour que ce soit efficace, faut l'ingérer rapidement après le poison, idéalement dans l'heure qui suit. Plus on attend, moins c'est utile. D'ailleurs, faut savoir qu'il existe une version hardcore de la ricine, les graines de Dickeriti. C'est à peu près la même chose, mais en hyper toxique. Une seule de leurs graines rouges très reconnaissables peuvent empoisonner mortellement un enfant. Puis évidemment, impossible de pas mentionner le cyanure, peut-être le plus célèbre de tous les poisons. Pour vous résumer grossièrement, il empêche votre corps de transformer l'oxygène en énergie. Mortel rapidement si vous en prenez trop d'un coup, mais aussi en étant exposé longtemps à des doses plus petites. Parce que là, on passe un cap dans la dangerosité. 250 mg de cyanure, ça suffit pour tuer presque n'importe qui, et rapidement. À partir du moment où vous l'avalez, comptez une demi-heure max si vous avez de la chance. D'abord, les symptômes, irritation de la bouche et de la gorge, puis rapidement de l'anxiété, des vertiges, maux de tête, hyperventilation, avant d'évoluer sur une baisse de tension ou de rythme cardiaque, des convulsions, puis un coma. Pour s'en sortir, la solution la plus efficace, c'est de mettre la main sur de l'hydroxocobalamine, une molécule qui a la particularité de se lier au cyanure pour le rendre complètement inoffensif. Foncez dans une pharmacie, parfois ils en ont des kits spéciaux pour traiter l'intoxication. Comme votre temps est limité, c'est de loin votre meilleure option. Pensez pas qu'on est complètement dans la fiction, les cas d'empoisonnement au cyanure, ça arrive. Le plus célèbre, c'est sûrement la série Macabre qui a eu lieu à Chicago dans les années 80. Un dérangé qu'on n'a jamais identifié formellement s'amusait à récupérer des boîtes de médicaments et mettait des doses mortelles de cyanure dans des comprimés. C'est 7 personnes qui vont mourir intoxiquées sans comprendre ce qui leur arrive. Le crime va même inspirer des imitateurs, causant d'autres morts les années suivantes. Car oui, remplacer les médicaments par du poison, c'est pas juste dans les films. Si vous avez des comprimés à prendre, vérifiez bien que votre boîte n'a pas été ouverte et conservez-la toujours à portée de vue. On sait jamais. Malgré ça,
ça, il y a de grandes chances que vos assassins se tiennent à la page et tentent des techniques plus modernes. Par exemple, les métaux lourds comme le thallium. Pas d'odeur, pas de goût, c'est parfait pour passer inaperçu. Il vous irradie, s'attaque au système nerveux, aux poumons, au cœur et au foie, et peut même provoquer des pertes de cheveux. Il est tristement célèbre à cause de l'histoire de Graham Young, un jeune ado pris d'une passion morbide pour les poisons, qui va tester les effets sur sa famille et ses proches en empoisonnant leur thé. Il va notamment tuer sa belle-mère et envoyer son père à l'hôpital après leur avoir fait ingérer du thallium avant de se faire arrêter. Mais vous savez quoi? Il récidive directement après sa sortie de prison, toujours avec sa méthode favorite, glisser le poison dans les boissons. Si jamais vous en êtes victime, coup de chance, il y a un antidote, le bleu de Prusse. Il absorbe le thallium directement dans le tube digestif et empêche l'organisme de l'ingérer. Bien sûr, dans le genre similaire, vous avez le polonium, 1 million de fois plus toxique que le cyanure. Quelques microgrammes suffisent à vous irradier et vous détruire de l'intérieur, endommageant vos organes et vous empêchant de produire des cellules sanguines. Responsable du célèbre assassinat d'Alexander Litvinenko, un ancien membre du KGB, éliminé après avoir fui la Russie et partagé des informations sensibles avec d'autres services de renseignement. Heureusement que ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que là, il y a vraiment aucune solution miracle. Être exposé à autant de radiation, c'est signer son arrêt de mort. Bon, le poison c'est une chose, mais il y a un facteur chance sur la violence des effets. Et puis, c'est surtout efficace si vous savez pas qu'on en veut à votre vie. Vous avez plus de risques d'ingérer quelque chose sans y faire attention. C'est possible que votre assassin tente une approche plus directe. Genre envoyer des lettres de menace? Alors, oui et non. Généralement, c'est pas ceux qui envoient des lettres qui passent à l'acte. Si on regarde les rapports de la justice américaine sur le sujet, ils considèrent que les personnes les plus dangereuses sont celles qui voient la mort de leur cible comme une solution à un problème plus grand. Ils sont rationnels, mettent toutes les chances de leur côté, et donc ne préviennent pas la cible de l'attaque. Je voulais dire direct dans la méthode, tu sais, une arme à feu, une bombe, un truc qui laisse peu de chances de s'en sortir. Pourtant, même une tentative à l'arme à feu, ça peut rater. Je me souviens de l'histoire de Gareth Warren, un cascadeur américain qui a joué dans Avatar ou Mission Impossible. Après son divorce, son ex-femme, Claudia Harrow, a engagé un type pour s'en débarrasser. Il s'est rendu chez lui, a frappé à la porte, quand Gareth a ouvert, il lui a tiré dans le torse, le cou et à la hanche. Une fois à terre, il lui a mis une balle dans le crâne. Sauf que Gareth a tourné la tête au moment de l'impact, et la balle a traversé son œil avant de ressortir par l'oreille. Résultat, il est borgne, mais a survécu. Ok, mais là ça tient du miracle. La stratégie face à un flingue c'est de fuir, pas d'espérer que le tueur rate tes organes vitaux. Sauf que tu ne peux pas fuir indéfiniment, surtout pas avec un assassin à tes trousses. Regarde, suffit d'observer les plus grandes cavales de l'histoire. Celles qui ont duré ont toutes des points communs. Soit les fugitifs avaient des moyens démentiels, des contacts fidèles pour les protéger, de l'argent pour changer souvent de logement, ou bien c'était des types pas énormément recherchés non plus. Tout comme Frank Freshwater. Dans les années 50, il avait volontairement écrasé quelqu'un avec sa voiture, mais alors qu'il purge sa peine, il s'échappe lors d'un transfert de prison. Il change d'identité, déménage plusieurs fois avant de refaire sa vie à l'autre bout du pays pendant 56 ans. C'est l'une des plus longues chasses à l'homme de l'histoire. Sauf qu'au jour de son arrestation, ça faisait seulement 3 mois que les enquêteurs avaient réouvert le cold case, ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas cherché pendant plus de 60 ans. T'as raison, le mieux c'est d'avoir un endroit incroyablement sécurisé ou d'être beaucoup trop prévoyant. Pour ça, faut s'inspirer des spécialistes, ceux qui collectionnent les contrats avec leur tête mise à prix, qui ont été obligés de devenir des experts de la survie, les politiques. Prenez Fidel Castro par exemple, l'homme qui a dirigé Cuba pendant presque 50 ans. Les USA le portaient pas spécialement dans leur cœur et ils vont tenter de se débarrasser de lui. D'après l'un de ses anciens chefs de la sécurité, c'est 634 tentatives qui vont être organisées sans qu'aucune ne réussisse. Alors, on n'a aucune preuve que ça soit vrai, c'est sûrement exagéré. Mais on sait que la CIA a tenté plusieurs fois sa chance grâce à des enquêtes menées en interne. Et il y a vraiment de tout. Ils ont essayé d'empoisonner ses cigares, d'infecter sa combinaison de plongée pour le rendre malade, de planquer des explosifs dans un coquillage géant ou encore de fournir des armes à des groupes armés. Mais la plus célèbre, c'est leur tentative de convaincre des mafieux de faire le sale boulot pour eux. En 1960, ils sont entrés en contact avec Sam Giancana, le boss des Chicago Outfit, l'ancien gang d'Al Capone, pour trouver une solution. Le deal était simple, 1,5 million pour l'élimination de Castro. La CIA va leur filer des pilules de poison, sauf que ça va échouer. Mais c'est la CIA! Comment ils ont pu rater autant de fois à la suite? Il y a deux choses qui ont pesé dans la balance. D'abord, ils n'avaient pas vraiment le soutien du gouvernement américain, ou si c'était le cas, le gouvernement voulait pas que ça se sache. Ça les a forcés à prendre des chemins alternatifs, tenter des stratégies un peu bizarres, engager des mecs pas très pros. Ça a évité d'être reliés trop facilement. Il y a plusieurs tentatives qui ont échoué parce que les assassins n'ont pas osé
passer à l'acte, que les infos étaient mauvaises, ou encore d'idées abandonnées dans l'œuf. Car ce qu'il y a de plus essentiel pour un dirigeant ou une personnalité qui cherche à se protéger, c'est de s'assurer de la fidélité des gens qui l'entourent. Sans aucun traître à proximité, les chances de vous atteindre sont tout de suite plus faibles. Prenez l'exemple actuel du président russe. On sait tous qu'il a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat. Combien exactement? C'est impossible à dire. Mais une chose est sûre, jusqu'à présent, il en est sorti victorieux. Son secret, il le tient d'abord dans le FSO, le Service de Protection Fédérale, une organisation démentielle de plusieurs dizaines de milliers d'agents entièrement dévoués à la sécurité des hauts fonctionnaires russes. Forcément, ils ont des talents et des connaissances qui nous dépassent. Détection d'explosifs, méthode d'extraction, ce sont des pros à tous les domaines. Malgré tout ça, le chef d'État russe est obligé de prendre des précautions ridicules pour assurer sa sécurité. On le sait grâce à des témoignages d'anciens membres du FSO. D'abord, son quotidien c'est de vivre caché, déconnecté du reste du monde. Il aurait des réseaux ferroviaires secrets, parallèles aux vraies lignes, pour l'aider à se déplacer à travers le pays, ou rejoindre ses domiciles, combiné à des copies conformes de son bureau un peu partout, histoire que même s'il faut filmer une vidéo, personne ne sache réellement où il se trouve. Quand il prend la parole en public, on peut voir autour de lui ses gardes du corps, équipés de mallettes capables de s'ouvrir en bouclier pare-balles, prêts à se jeter devant lui à tout moment. Sur ses plages privées, des plongeurs armés patrouillent dans l'eau, au cas où. Il organise aussi de faux cortèges dans les rues, d'avions qui décollent vides pour qu'on ne sache pas dans lequel il se trouve. Il ment à ses propres gardes du corps sur ce qu'il prévoit de faire. Tout ça dans le but, non seulement de tromper les services de renseignement étrangers, mais surtout d'empêcher de prévoir ses déplacements, et donc toute tentative d'assassinat. Sale contraint de vivre en quasi-isolement. Pas de téléphone, pas d'internet, il se contente de récupérer les infos à travers la bouche de ses proches et de ses conseillers. Quand il faut passer des appels importants, l'organisation est encore et toujours plus secrète. Durant un trajet en hélico, dans un abri anti-atomique. D'après les infos révélées, ce style de vie, c'est presque sa personnalité. Il craint continuellement pour sa vie, pense jour et nuit à ce qui pourrait lui arriver. Certes, il est intouchable, invincible, mais il ne vit plus. C'est ça, le revers de la médaille. Et vous, qu'est-ce que vous choisiriez ?